Robert Roussel, il est caméraman, reporter, il est photographe, il est donc auteur de 2 bouquins jusqu'à présent, et il a collaboré pendant toute sa durée au magazine Pégase sur FR3. Et donc ça lui a permis de voler à bord de pratiquement tous les avions de chasse et de fréquenter des pilotes de chasse. Bonsoir Robert Roussel. Bonsoir. C'est ce qui t'a amené, Robert Roussel, à rencontrer, à travers les pilotes de chasse, à se poser la question des ovnis. C'est ça, j'ai côtoyé pendant à peu près 25 ans de nombreux pilotes de chasse, et au cours des vols, au cours de la décontraction qui règne après un vol, on parle un peu de choses et d'autres, et puis parfois le sujet débouche sur le phénomène OVNI, et là ça devient sérieux. Les pilotes, certains disent, moi j'ai vu quelque chose qui peut peut-être vous intéresser, mais généralement ils n'osent pas trop en parler, ils en parlent comme ça en rigolant, en souriant, et puis quand ils parlent, ils découvrent ils vous font découvrir que ce qu'ils ont vu, il paraît bizarre. Même au départ, ils n'en parlent à personne, ils en parlent peut-être aux médecins de base en se disant, on sait jamais, j'ai peut-être eu une vision, j'ai peut-être eu un délire. Donc ils se méfient un peu de ce qu'ils ont vu. Et puis quand ils voient des choses qui sortent vraiment du quotidien aéronautique, ils sont obligés de faire un rapport et puis de le transmettre à l'état-major de l'armée de l'air, qui a créé il y a très longtemps une section de centralisation de ces différents témoignages. C'était en 1970 au bureau prospective et études de l'armée de l'air, et j'étais un des premiers à mettre le doigt sur ce ramassis, enfin de choses bizarres. Et j'ai pu en publier au cours d'un reportage avec ma consoeur Francine Buchy. C'était la première fois qu'on découvrait effectivement qu'il existait un phénomène OVNI à l'intérieur de l'administration des armées. Alors ce qui est particulier parmi tous les enquêteurs et ceux que nous avons reçus sur cette antenne, aucun jusqu'à présent n'avait eu la chance, comme Robert Roussel, d'avoir l'accréditation défense, ce fameux papier, ce badge si on peut dire, qui lui donne des droits qui ne sont pas communs, en particulier celui de pouvoir consulter toutes les enquêtes de gendarmerie au nombre de 2000, si j'ai bien lu. Oui, alors il y a un petit mélange là. L'accréditation défense, en vérité, est une sorte de facilité donnée aux journalistes qui ont leur pédigré qui est déposé un peu au ministère de la Défense. Ça ne donne pas de droit particulier, ça facilite les ouvertures. La gendarmerie, j'étais un des premiers aussi à solliciter, mais à l'époque c'était considéré comme événement secret, donc les autorisations n'étaient pas données. Je suis même avant Jean-Claude Bourret, car Jean-Claude Bourret s'est fait le spécialiste de cette chose. Je me souviens avoir fait cette sollicitation, même je pense à un des premiers journalistes, mais à l'époque, comme je te l'expliquais tout à l'heure, il existait un doute concernant la provenance de ces objets. On pensait qu'ils pouvaient provenir de l'Union soviétique, donc dans les années 50, 60, on avait couvert d'un sigle secret tous ces témoignages, et puis quand on s'est aperçu que ces témoignages ne correspondaient pas du tout à l'observation que pouvait faire un avion en passant au-dessus du territoire, on a compris qu'il n'était pas la peine de mettre le secret, et on a, disons, accepté que certains journalistes qui sollicitaient l'autorisation puissent lire ces rapports. Et effectivement, j'étais un de ceux qui a été autorisé à lire les milliers de rapports sélectionnés, enregistrés par la gendarmerie, et effectivement j'ai pu lire des histoires faramineuses qui étaient très peu connues du public, et j'en ai publié quelques-uns dans mon premier livre qui s'appelait OVNI, la fin du secret. C'était plus particulièrement axé sur les rapports militaires. J'étais un des premiers à avoir l'autorisation de publier les histoires d'OVNI de provenance militaire. Alors là, on est tout à fait dans le vif du sujet. En tout début d'émission, Robert Roussel ne pense pas qu'on nous cache quelque chose. Donc, amis conspirationnistes, ce n'est pas votre émission. Pour toi, Robert Roussel, ainsi que tu me l'as expliqué tout à l'heure, les militaires n'en savent pas plus que nous, au fond. Tout à fait. Moi, je dis que c'est pire que ça. Entre guillemets, les militaires, disons qu'ils ont des préoccupations très terre à terre. Si le phénomène OVNI s'avérait être une préoccupation militaire, une agression, là, effectivement, il y aurait une réponse militaire appropriée. Ce qui ne semble pas le cas. Moi, je dis que les OVNI ne polluent pas, n'attaquent pas, ne représentent pas d'agression particulière pour les biens et les personnes. Donc, ils ne représentent pas une menace en tant que militaires. Donc, si tu veux, les militaires
militaires n'ont pas ordre de se préoccuper des ovnis en tant que menace. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de secret particulier, parce que il n'y a pas de moyens colossaux mis à cette recherche, et il n'y a pas d'informations fantastiques détenues à ce niveau-là. L'information, elle est aussi bien tenue par un enquêteur qui va interviewer un témoin qui a été dans sa région, qu'il a été le premier à découvrir, et il en saura presque autant qu'un groupe scientifique de recherche. Et si vous voulez, si bien entendu cette affaire prend des proportions importantes, si le cas devient quelque chose qui dépasse la compétence ou qui prend des allures médiatiques, c'est sûr que là, les instances administratives de la France, les militaires, les politiques, seront sensibilisés à ce cas. Mais si ce cas est très ponctuel, se limite à l'observation d'un objet vu de très près, que cette personne conserve pour elle-même pratiquement ce témoignage, à part ses familiers encore, elle osera à peine presque le dire, on peut dire que ce cas ne dépassera pas la limite de son environnement. Et on peut très bien imaginer qu'il existe des cas fantastiques qui sont absolument délirants de réalité et qui ne sortiront pas, si vous voulez, d'un environnement familial ou local. Mais alors c'est un peu paradoxal avec le titre même du bouquin, Les vérités cachées. Ah oui, si on ne nous cache rien. Alors les vérités cachées, d'abord il faut vous dire une chose, quand on écrit un livre, la personne qui détermine le titre, c'est l'éditeur. Donc l'éditeur a toujours la petite part et même la grande part, car il trouve le stratagème pour attirer le lecteur. Mais les vérités cachées, elles existent quand même. Les vérités cachées, si vous voulez, quand j'en parle, pour le GEPAN, je veux simplement souligner que le GEPAN, à partir du moment où il a découvert autre chose qu'un phénomène psychosocial que ses créateurs pensaient lui faire découvrir, quand il a mis en évidence des traces et des éléments physiques, il a commencé à faire comprendre aux scientifiques qu'il existait une composante physique réelle et qui faisait que le phénomène n'était pas simplement un mythe ou un délire. Là, à partir de ce moment-là, ceux qui ont suivi un peu le travail du GEPAN ont découvert qu'après la diffusion des notes 16 et 17 qui parlaient à la fois de Transat-Provence et de la Marante pour la 17, eh bien le GEPAN, bizarrement, n'a plus publié de notes, n'a peut-être effectué des enquêtes, mais elles ne sont pas demeurées publiques comme au départ elles devaient être. Ce qui fait que là, j'ai pensé qu'effectivement, il se produisait un phénomène de secret autour de l'avenir du GEPAN. Et c'est ce qui s'est un peu passé. Le GEPAN a disparu. Le CEPRA l'a remplacé, qui est devenu... Là, on va juste un petit peu trop vite. Pardon. Oui, c'est vrai. Parce que oui, là, je suis en train de... Les auditeurs ne sont pas très familiarisés avec ça. On ne peut pas consacrer la naissance du GEPAN, sa transformation, CEPRA, le tout en 3 minutes. Bien sûr. Allons-y strate par strate. Le GEPAN a eu ses grandes heures qui méritent qu'on s'y attarde. Tout à fait. Et puis ses personnages, Poher, Esterle, etc., avant d'arriver au CEPRA de Velasco. Donc, je crois qu'on retrouve la même association des auditeurs de l'Institut des hautes études de la Défense nationale en 1978, au 75, je pense. fonds baptismaux, disons, voilà. Du GEPAN. L'IHEDN a fait une analyse de différentes observations, a été sensibilisé. L'IHEDN, si vous voulez, se préoccupe au sein des armées un petit peu des questions qui sont à la fois militaires, mais aussi de sensibilisation du public. Il a été sollicité par le ministère des Armées qui lui a demandé d'avoir une réflexion, et il y a eu une analyse de fait de différents éléments. L'IHEDN n'a pas conclu, contrairement à ce qu'on dit. Il a même eu des entraves à sa progression, mais il a sensibilisé les politiques en leur disant ce n'est pas que du rêve, ce n'est pas que du délire, il y a quelque chose qui se déroule qu'on ne comprend pas. Il serait peut-être utile de créer une section de scientifiques qui réfléchissent au phénomène, et c'est ainsi qu'à partir de 1977 a été créé au sein du CNES le GEPAN. Le CNES en fait était le réceptacle de tout trouvé pour l'époque, pour abriter cette unité. Tout à fait, il était effectivement le Centre national d'études spatiales, avec des gens qui, en astronomie, en astrophysique, peut-être pas en astrophysique, mais au moins sur le plan de la réflexion du véhiculage, enfin du déplacement dans l'espace,
pouvait avoir des réflexions autour de ce que décrivaient les témoins, et donc pouvait apporter des réponses, au moins dans les rentrées atmosphériques, dans les systèmes de propulsion, ce qui fait que on a pensé certainement au CNES. On pouvait aussi penser au CNRS, qui était aussi tout aussi pouvait aussi avancer dans cette chose-là. On aurait, à mon avis, dû conjuguer les deux, le CNRS et le CNES. Et le CNES, effectivement, par surtout l'intermédiaire de Claude Poher, qui était très sensibilisé depuis très longtemps par le groupement GEPA, le groupement d'études des phénomènes aériens de René Forêt et de Francine Forêt, qui faisait partie de leur un petit peu de leur environnement, et c'est lui qui avait eu à plusieurs occasions été mis en contact avec des témoins qui avaient pris conscience de l'importance du phénomène ovni. Donc c'est par son intermédiaire, qui ressemblait un peu à un hobby vu du côté de ses collègues, que l'affaire a été concrétisée. Et donc le CNES s'est trouvé à héberger, sans le savoir, un électron libre qui allait se révéler être Claude Poher. Tout à fait, c'est exactement la bonne formule. Je pense que Claude Poher, à travers son violon d'Ingres, a donné naissance à la recherche, et il a réussi à travers le rapport de l'IHEDN à rendre crédible cette chose qui pour beaucoup de scientifiques à l'époque, et le demeure encore, était du domaine du rêve et complètement du délire. Oui, pour la France, mais en Amérique, les choses étaient déjà bien plus avancées. Oui, mais l'Amérique ayant tourné avec l'affaire Condon, ayant définitivement, entre guillemets, clos l'affaire, la France, il n'y avait plus officiellement dans le monde d'État ayant d'organismes officiels s'occupant du phénomène ovni. Et c'est la France qui est devenue, à partir de 1977, le seul pays au monde ayant un organisme accrédité pouvant intervenir sur les affaires d'OVNI, et depuis est restée la référence mondiale. Alors le GEPAN à l'époque avait plusieurs départements, des commissions, des personnes qui pouvaient se déplacer sur place, mais aussi des tentatives de modélisation en son sein, des laboratoires. C'est-à-dire 4 sections, je crois. C'est ça. Le GEPAN, c'était pas qu'il avait des sections, mais il déléguait, par exemple, si des analyses, les traces qui étaient découvertes au cours d'une observation étaient déléguées à des laboratoires extérieurs au CNES pour renforcer en plus l'analyse. Mais il avait surtout créé une chose qui s'appelait la méthodologie, une méthodologie d'approche du phénomène qui permettait d'avoir une vue réellement scientifique, une approche réellement scientifique de la question, alors qu'autrefois elle était très dispersée. Et il faisait bien entendu appel à des ingénieurs du centre, il faisait appel donc à des laboratoires, et il avait même sollicité des organismes comme, bien entendu, la gendarmerie, qui était renforcée dans la recherche des témoignages. Il avait sollicité l'aviation civile, l'armée de l'air, pour qu'elle lui prête ces enregistrements qui étaient faits par les tours, les tours radars, enfin tous les systèmes d'écoute à la fois des avions et des déplacements. Et grâce à tous ces éléments, il pouvait avancer dans la connaissance du phénomène OVNI. Mais c'était un travail de très longue haleine, et il s'était donné surtout pour mission d'intervenir le plus rapidement possible dans le cas où un phénomène se produisait dans une région, et c'était surtout les gendarmes qui étaient sensibilisés à prévenir le GEPAN le plus rapidement possible en cas d'une observation. Oui, ça c'est le GEPAN, donc du temps de Claude Poher. Non, Claude Poher a très rapidement quitté le GEPAN, enfin rapidement au bout de 2 ans, et c'est surtout Alain Esterle qui a repris la suite du GEPAN et qui a concrètement mis tous les moyens du GEPAN en œuvre, et qui a concrètement réuni toutes les données qui forment pour l'instant la documentation de référence du GEPAN. Et en tout cas, Claude Poher, pour lui consacrer encore quelques minutes, était assez amateur de statistiques, et il a publié un rapport en 1978 avec de longues analyses techniques et scientifiques. Peut-être est-ce trop fastidieux, je ne sais pour quelle raison le GEPAN n'a pas respecté sa clause de transparence, mais ce rapport n'a jamais été publié, sauf tiré à 120 exemplaires.
C'est ce qu'on apprend sur des sites américains comme celui du CAUS, Citizen Against UFO Secrecy, si vous voulez, qui laisse entendre que ce rapport est passionnant, mais il n'a jamais été possible de mettre la main dessus en France. Alors, moi, je l'ai vu ce rapport. De loin. De loin, non. Je l'ai vu comme on voit sur un peu l'étagère. Les étagères des disques qui sont à côté. Oui, mais ce rapport, c'est un rapport technique. Je pense que la synthèse a surtout permis à Claude Poher d'avoir les feux verts pour la création du GEPAN. Et ce rapport n'entrait pas encore dans le cadre du GEPAN. Il n'a été créé pratiquement que créé après si vous voulez, la fabrication de ce rapport. Moi, je ne sais pas si on peut appeler ça un rapport. Je pense que c'est plutôt une série de fiches d'analyse statistique très pointues qui sont absolument illisibles pour le commun des mortels, mais qui a constitué la structure même de départ de la recherche. Ce que les Américains nous en disent, ils ont l'air plus informés sur ce rapport que nous le sommes nous-mêmes, c'est qu'il porte sur 10 cas, dont 2 avec rencontres rapprochées, présence d'humanoïdes. Ça rend quand même un peu curieux. Oui. Oui, mais dans ce rapport, moi je vous fais là un petit peu le contrepoint. C'est ce rapport aussi où c'est au moins ces cas analysés par Poher et qui ont été présentés comme purs et durs, qui ont donné lieu à le plus de nombre de critiques sur le travail de Poher par les gens qui prétendaient que les ovnis n'ont aucune assise scientifique, et ils sortent souvent les statistiques de Poher pour dire il a mélangé tout et n'importe quoi, et c'est ce qui a beaucoup déçu Claude Poher, qui je crois a été très très psychologiquement très touché par les critiques, alors qu'il essayait de faire un travail de scientifique et pas du tout un travail de convaincu, vous voyez. Mais c'est vrai que ce rapport, il reste toujours un peu mystérieux parce que très peu l'ont lu, très peu le possèdent. Et effectivement, il se peut moi je ne suis pas au courant, et effectivement qu'une association américaine l'ait eu entre ses mains et on connaisse plus que moi à ce niveau-là. Donc c'est devenu le mythique rapport de 78 dont on peut souhaiter l'apparition, puisqu'après tout il a été payé par de nos propres deniers. Tout à fait. Le GEPAN s'était engagé à la plus grande transparence. On a constaté que c'était pas le cas. Claude Poher, lui, s'était fabriqué un bateau. Il a embarqué pour un tour du monde. Et pour l'instant, on n'a pas de nouvelles rapprochées de lui. C'est-à-dire que Claude Poher, à mon avis, il a peut-être quitté le CNES, tout simplement. Effectivement, je n'ai pas de nouvelles à ce niveau. J'aurais peut-être dû me renseigner avant l'émission, mais je ne savais pas qu'on allait me poser la question. Mais ça occupe une part importante du bouquin. Voilà, ouais. Mais Claude Poher, si vous voulez, a fait son travail à l'époque. Il a été très, très, je vous dis, déçu par le comportement de certains ufologues par rapport à son travail. Et à mon avis, il a décidé de partir effectivement à cette époque. Il a pris son bateau, on n'a pas compris, le GEPAN venait d'être créé, et Claude Poher, son créateur, prend le bateau. Moi je m'en suis entretenu avec Pierre Guérin, et qui m'a envoyé un courrier là-dessus, qui m'a effectivement dit qu'il était extrêmement déçu de la façon dont certains ufologues avaient réagi, et il était aussi en but, il faut vous le dire, à l'ensemble du CNES, car le CNES, les gens intéressés par le GEPAN et par la création d'une commission d'enquête sur les ovnis sont très peu nombreux, et ça fait l'objet de colibés nombreux, et Jean-Jacques Velasco cite souvent les colibés dont il est victime à l'intérieur de son centre. Alors ça, c'était le CNES à l'époque de Hubert Curien. C'était non, je pense pas que ce soit à l'époque de Hubert Curien. Il est venu un peu plus tard, Hubert Curien. Hubert Curien, c'est vraiment l'époque du GEPAN créé. Quand le GEPAN est créé, il y a, contrairement à ce qu'on vous avait dit tout à l'heure, à ce que tu as dit tout à l'heure, il y a eu une transparence respectée. Le GEPAN vous souhaitait que les histoires d'OVNI ne demeurent pas confinées dans une sorte de demi-secret et restent dans l'ombre. Car il avait pour politique de dire, plus on révélera de ces choses au public, moins il y aura de choses cachées, moins on alimentera le mythe, la rumeur. Donc, le GEPAN avait même une politique de communication. Il suffisait de demander les notes techniques et les notes d'information du GEPAN, contre 20 francs à l'époque, vous les obteniez, et c'est ainsi que moi j'ai obtenu pratiquement toutes les notes du GEPAN jusqu'à la numéro 18 contre des sommes très modiques, et que j'étais informé du travail du GEPAN. Oui, mais alors tout s'est effondré au moment où certains membres du conseil scientifique
qui devaient se réunir une fois par an, c'est ce que raconte le livre, oui. Se sont aperçus qu'en fait, ça faisait déjà 3 ans qu'ils n'étaient pas convoqués. N'était-ce pas finalement le moyen de dissoudre ce GEPAN gêneur? Alors, après la parution des notes 16 et 17, il y a eu une sorte d'apparition de la dernière note, c'est la numéro 18. Il n'y a plus eu du tout de cas d'observation analysés par le GEPAN qui a été diffusé dans le public. Et bizarrement, le conseil scientifique du GEPAN, c'est-à-dire les scientifiques qui étaient chargés de voir comment évoluer ces enquêtes, de donner des directives, de donner des conseils, n'étaient plus sollicités. Et puis, bien entendu, quand est apparu le CEPRA, il n'a même pas été prévenu de sa création. Le CEPRA a été créé en 1988 et a été officiellement entré en 1988. Et officiellement, le conseil scientifique n'a reçu une lettre qu'en 1992. C'est un courrier que j'ai eu de Monsieur Brichambault, un des responsables météorologue du conseil scientifique qui me l'a raconté. Donc, si vous voulez, le conseil scientifique a été neutralisé. Et c'est à partir de ce moment-là que le GEPAN ne diffusant plus dans le public, création du CEPRA qui enlève la connotation OVNI par service d'expertise des rentrées atmosphériques, laisse supposer qu'on va d'abord étudier les rentrées de satellites et que les OVNI on verra après, ou si on peut entre-temps, ce qui fait que on a analysé ça comme la disparition pure et simple du GEPAN. Mais alors, est-ce que la raison en est qu'il n'y avait plus d'observation, il n'y a plus rien à observer à cette époque, ou est-ce qu'on avait désormais suffisamment de preuves de la matérialité du phénomène pour se dire que c'était une affaire trop sérieuse pour être portée à la connaissance du public? Moi, j'irais plutôt dans cette direction en disant que soudain, le CNES découvre que cette commission qui était créée certainement pour plutôt pencher vers l'hypothèse psychosociale, se met à inventer des soucoupes, comme le vulgaire ufologue du coin, que les scientifiques dûment payés par l'État se mettent à accréditer des histoires d'ovnis et d'extraterrestres. Je pense qu'à la direction du CNES, on a dû se dire, attention, si on continue les enquêtes au rythme où on va, la note 16 et la numéro 17 sont des observations formidables, accréditées avec des traces qui ne laissent aucun doute sur la matérialité du phénomène, mais où on va aller à la prochaine. Donc, calmons le jeu. On va peut-être continuer, mais faisons ça plus discrètement. C'est pas la peine de communiquer comme on l'avait fait autrefois. Et puis, enlevons ce GEPAN avec cette connotation sous-coupiste. Mettons ce CEPRA qui paraît plus scientifique et qui a l'air plus réaliste. Et puis après, on verra. Alors, avant d'arriver en 88 avec le CEPRA de Velasco, il y a eu, après Power, le successeur Alain Esterle. Comment lui-même s'est comporté? Alors, entre Poher et Velasco, il y a eu effectivement Alain Esterle. Moi, j'ai vécu relativement, de manière assez proche, certaines enquêtes. Et c'était un homme d'une très grande qualité. C'était un polytechnicien, donc un type qui avait les pieds sur terre et qui effectuait les enquêtes de manière très poussée et qui prenait son travail très au sérieux, qui était un jeune mec dynamique, ouvert à toutes les possibilités. Et je pense que la structure même de la matérialité du phénomène OVNI, c'est son équipe qui l'a mise au point. D'ailleurs, Velasco appartenait à son équipe, et quand il quittera le GEPAN, Velasco, très naturellement, prend la suite. Mais pour moi, c'est vraiment la structure, la charpente, l'ossature de la découverte scientifique de la matérialité du phénomène OVNI. C'est Alain Esterle. Alors, la France s'honore d'avoir à mettre en avant des faits très bien documentés, ceux dont on parle en permanence à travers cette émission et dans les revues. Reviennent en permanence les noms de Trans-en-Provence, de l'Amarante et beaucoup moins de Christelle. Si on faisait un arrêt sur Christelle, ça se passe dans l'Isère en 79. Si on prenait le temps, si tu veux bien nous raconter. Bien entendu. Christelle, c'est l'histoire, moi, qui m'a le plus impressionné. Je crois. Ça tombe bien. Oui, qui m'a le plus impressionné parce que il s'agit d'une gamine de 14 ans qui a connu la peur panique de sa vie
et qui a donné lieu à une enquête approfondie du GEPAN qui bizarrement n'a pas connu la notoriété comme Trans-en-Provence et la Marante. Et Christelle a vu quelque chose encore plus extraordinaire que Trans-en-Provence ou que la Marante a donné lieu à commentaires. Elle a vu un bonhomme, comme elle explique. Les termes exacts du rapport de gendarmerie auquel j'ai eu accès dit qu'elle a son petit frère dans les bras. Oui, il faut que je commence par le commencement. Oui, elle est en train d'écouter. À la campagne. Voilà, elle est chez elle. Sa mère est partie faire des courses. Elle est toute seule avec son petit frère ou sa petite sœur. Elle écoute des disques. Soudain, à travers la fenêtre qui se trouve à sa gauche, elle voit comme quelque chose qui passe assez bas, assez lentement. Elle sort dans la cour pour voir de quoi il s'agit. Et c'est à ce moment-là qu'à 200-300 mètres d'elle, peut-être même moins, je ne connais pas très précisément les chiffres, elle voit à ce moment-là un objet posé dans le jardin. Parce qu'entre le temps où elle a vu l'ombre passer devant la fenêtre et le temps qu'elle se rende sur son jardin, l'objet s'est posé. L'objet ressemble visiblement, comme on peut dire, à une sorte de soucoupe, enfin c'est le terme, avec qui est posé dans le jardin. Et elle voit à côté de l'objet un être habillé d'une combinaison qui brille. Elle dit un bonhomme. Et elle dit pas plus grand que mon papa. Et là, elle prend une panique terrible. Et elle fait une chose. Au lieu de se rendre chez elle se rend chez la voisine. Et là, elle frappe à la porte. Elle a peur. Elle veut qu'on lui ouvre. Elle a une panique atroce. Elle a le petit frère à la main ou dans les bras? Dans les bras. Elle court même, je crois qu'elle perd ses chaussons. Et la femme de la maison d'à côté lui ouvre. Elle décrira dans le rapport de gendarmerie, elle donnera son témoignage, qu'elle voit une petite fille qui se cachait sous les meubles, qui était complètement paniquée. Et qui disait des mots incohérents, ils vont me prendre, etc. Il faut dire une chose, c'est que 2-3 jours avant, l'affaire de Cergy-Pontoise va sur la France déferler. Et cette affaire, c'est l'histoire d'un jeune homme qui prétend avoir été enlevé à Cergy-Pontoise par des extraterrestres. Il aura disparu pendant 8 jours. Il reviendra 8 jours plus tard. C'est ce qu'on raconte au départ. Et c'est une disparition qui a donné lieu à une très forte médiatisation. Pendant 8 jours, les gendarmes ont été incapables de dire ce qu'était devenu Franck Fontaine. C'était le nom du jeune disparu. Et bizarrement, effectivement, 2-3 jours plus tard, éclate l'affaire de Bourgoin-Jallieu de la petite Christelle. La petite Christelle va donner lieu, si vous voulez, à une enquête du GEPAN qui va venir. Pourquoi? Mais généralement, le GEPAN ne se déplaçait pas quand il y avait un seul témoin. Surtout quand ce témoin est très jeune. Mais il y avait une chose extraordinaire dans l'affaire de Christelle, c'est qu'il y avait une trace. Il y avait aussi une chose, c'est que les gendarmes s'étaient déplacés pratiquement dans les 2 heures qui suivaient. Donc, si vous voulez, le GEPAN s'est dit, c'est le meilleur moyen de venir voir comment débouche le phénomène de rumeur par rapport à l'affaire de Cergy-Pontoise. Car au début, il ne venait pas voir un cas d'observation d'OVNI, il venait voir comment un cas d'observation d'OVNI tel que Cergy-Pontoise allait déboucher en phénomène de rumeur sur la population. Quand ils ont entendu parler de l'affaire de Christelle à Bourgoin, ils se sont dit là, on tient un cas de phénomène psychosocial intéressant. Et c'est pour ça qu'ils se déplacent. Mais, au moment où ils arrivent sur les lieux, ils découvrent pas seulement une Christelle affolée ou étant influencée peut-être par l'affaire de Cergy-Pontoise, ils découvrent aussi une trace. Et une trace inexplicable, et une trace qu'ils ne pourront pas analyser, car ils ont fait des analyses des végétaux, il n'y a pas de hydrocarbures proches, il n'y a rien pour expliquer cette trace. La trace correspond à un diamètre à peu près décrit par la gamine de l'objet. Il y a un vortex au milieu, enfin à un endroit de la trace, qui est inexplicable par lui-même. Jean-Jacques Velasco m'expliquera personnellement quand j'irai le voir en 87 qu'il a fait refaire les mouvements de la gamine comme elle les a vécus. La gamine lui demandait, il se déplaçait par rapport à la trace, elle lui disait exactement à l'endroit où commençait la trace et où finissait la trace. Oui, parce que la gamine était chez elle à la fenêtre, Velasco était dans le jardin. C'est-à-dire non, elle n'était pas à la fenêtre, elle était donc au moment où elle voit l'objet, elle sort de la maison, elle se rend à un emplacement. Jean-Jacques Velasco lui demande de se remettre à l'endroit où elle se trouvait. Ensuite, il se met en position de certains endroits
pour déterminer la distance. Et à chaque fois qu'il se trouvait dans le secteur de la trace, la gamine lui disait c'est ici qu'était la trace. Donc il y avait une cohérence avec la répétition de ce que demandait Jean-Jacques Velasco avec l'événement qu'elle avait vu. Donc si vous voulez, a priori, il part, le GEPAN, avec l'idée de se voir confirmer qu'une gamine a été influencée par une histoire abracadabrante qui se passe 3 ou 4 jours dans une ville, et soudain, il se rend compte que l'affaire qu'il pensait être un phénomène de rumeur débouche sur un cas authentique. Et c'est en cela que l'affaire de Christelle est extraordinaire, car et la gamine ne voulait, alors sa mère a témoigné, elle ne voulait plus dormir toute seule, elle dormait avec ses parents, elle ne pouvait plus, elle a été très agitée pendant plusieurs jours. Et ce grand chambardement intérieur est assez en cohérence avec ce que racontent avoir connu différents observateurs de rencontres rapprochées. Mais pourtant, l'humanoïde n'avait pas eu d'attitude, d'après ce que j'ai lu, agressive ou menaçante. Non, parce que c'est ça qui est intéressant aussi, moi je dis dans l'affaire de Christelle, car bien souvent on prétend que les témoins se valorisent à travers une observation, qu'ils tendance à se donner d'un comportement, ils adoptent un comportement qui fait que l'observation leur appartient, ou ils trouvent un dialogue avec l'observation. Là c'est le contraire, Christelle ne cherche qu'une chose, c'est quitter cette chose, elle a une peur fondamentale, elle ne veut plus voir cette chose-là, donc elle n'a pas le temps de voir le comportement de l'objet ou de la personne. Elle voit cette chose qui a atterri, elle voit à côté un personnage habillé d'une sorte de combinaison irradiante, très brillante, mais cette peur qui l'envahit l'empêche de voir la suite. Donc si vous voulez, pour moi la peur est cohérente avec le traumatisme de cette vision qui ne correspond à rien. C'est en cela aussi que cette affaire avec la trace, bien entendu, qui est extraordinaire, le suivi immédiat l'arrivée immédiate du GEPAN sur les lieux, ce qui fait que le GEPAN, dans le rapport qu'il a fait, la synthèse qu'il a fait sur cette affaire, a écrit inconnu. Et il ne dit pas qu'il s'agit d'un phénomène psychosocial, de la rumeur, etc. Pour lui, l'affaire de Christelle demeure un cas inconnu, à égalité avec celle de Trans-en-Provence ou de la Marante. Alors, inconnu pour le GEPAN, ça veut dire, dans leur niveau de codification, ça veut dire inclassifiable ou... C'est ça. Le GEPAN marqué inconnu, en réalité, c'était sa façon de dire. On ne peut pas dire que c'est un phénomène atmosphérique, un phénomène météo, un délire, une rumeur, un objet volant identifié, hélicoptère ou autre. Il s'agit pour eux d'un cas qui n'est pas traduisible en termes scientifiques. Donc la chose la plus simple, c'est de mettre la mention inconnue. Bon, après on peut tout mettre ce que l'on désire sur ce terme. Alors pendant toutes ces années GEPAN, et au fil de ce bouquin, tu laisses entendre que tu disposes d'un informateur, une gorge profonde, mais sans cacher longtemps d'ailleurs qu'il s'agit de Pierre Guérin. C'est ça. Un mot sur Pierre Guérin qui n'est plus dans ce monde. Alors Pierre Guérin, ce qui m'a valu une correspondance avec Jean-Jacques Velasco, qui pensait que c'était Jean-Pierre Petit qui m'informait des agissements du GEPAN. Pierre Guérin était sollicité par le GEPAN pour faire les analyses photos. Et donc j'avais lié une relation très très émouvante avec Pierre Guérin. C'était à l'époque où il était paru dans les télévisions pour parler d'une affaire d'OVNI qui avait été vue dans les Vosges. Et il y avait un film qui avait été fait par un caméraman de la télé, et Pierre Guérin avait été favorablement impressionné par ce film, et ils avaient présenté avec François de Closet sur la 2 le film en disant il s'agit du film le plus authentique qui soit d'un passage d'OVNI, et la France avait été impressionnée. François de Closet avait fait une forte interview sur ce thème, etc. Et en fait, c'était une blague. Ce film était passé le 1er avril et Pierre Guérin s'était fait avoir. Et à l'époque, j'étais photographe dans les Vosges, et j'étais un de ceux qui a pu analyser ce film. Pourquoi? Parce que quand j'étais photographe dans les Vosges, le type qui a fait ce film, c'était un caméraman de l'ORTF. Et j'étais avec lui dans la période où il effectuait un tournage sur une dramatique locale. Et j'étais avec eux
quand ils ont pratiquement eu l'idée de faire ce trucage. Et ce qui m'a permis de le dire à Pierre Guérin. Et c'est comme ça qu'on a découvert que c'était une superposition. Et Pierre Guérin, avec lui, j'avais gardé une relation épistolaire, puisque je savais qu'il s'intéresse aux ovnis. Et quand j'ai su que le GEPAN a été créé, et que j'ai appris qu'il était consultant, j'ai continué à le consulter, c'est le cas de le dire. Et il était content de transmettre à un journaliste des informations qui un jour pourraient peut-être lui servir, en se disant après tout, je suis consultant du GEPAN, je n'ai peut-être pas le droit, parce qu'ils étaient tenus à la confidentialité à l'époque, et il s'était dit, tiens, finalement ce petit journaliste débrouillard, il va peut-être me servir un jour, je lui ai écrit des lettres, et si un jour on me dit, Pierre Guérin, vous vous êtes écrasé sur le GEPAN et vous avez cautionné l'étude du GEPAN, il pourra dire, attendez, moi j'ai envoyé des lettres à un journaliste, on va pouvoir le prouver, etc. Donc, si vous voulez, Pierre Guérin m'a fourni des informations sur le travail du GEPAN et qui, des fois, me signalait que à l'intérieur du GEPAN, il y avait des gens qui renaclaient, il y en avait qui critiquaient, qui ne voulaient absolument pas entrer dans... notamment dans le conseil scientifique du GEPAN, qui devait dire comment devait avancer l'affaire. Il y avait des gens qui étaient opposés viscéralement à l'étude du phénomène OVNI, et Pierre Guérin, consultant, était au courant de tout ça. Et il me donnait des tuyaux sur le climat qui régnait à l'intérieur de cette recherche. C'est amusant qu'on retrouve à nouveau l'Institut des études de la défense nationale à l'origine du rapport Cometa, enfin l'association Cometa qui a publié pour la première fois son rapport en 99. C'est toujours la même association d'auditeurs, c'est comme ça qu'on les appelle, du même institut. Oui, c'est-à-dire que Bernard Norlin, je crois que c'est Bernard, oui, a présidé l'Institut des études de la défense nationale. Quand a été créé le Cometa, il a été sollicité par les gens qui voulaient créer une réflexion, disons, sérieuse sur le sujet, donc qui ont créé l'association Cometa, et ils ont demandé à Bernard Norlin de faire jouer ses relations anciennes avec l'IHEDN dont il avait été le président, pour retrouver à la fois les gens qui avaient fait ce rapport de l'IHEDN en 75 et avoir accès aux archives de l'IHEDN. C'est la raison pour laquelle Bernard Norlin, si vous voulez, a présidé un petit peu la naissance du Cometa. Voilà, pour expliquer. Mais c'est pas les gens de l'IHEDN spécialement qui après composent le Cometa. Il y a un ancien directeur du CNES, il y a différentes personnalités, un général d'aviation comme Norlin d'ailleurs, mais ce sont des gens de différentes sources administratives et qui ont été sensibilisés à force d'en entendre parler, à force de côtoyer peut-être des pilotes ou des administrations qui centralisaient ces observations, qui ont décidé. Mais ce sont des gens en non-activité. Ça veut dire que leurs compétences et leur possibilité d'intervention sur le plan administratif est relativement limitée. Eux, avec les relations qu'ils ont et à travers la connaissance qu'ils ont obtenue, ils ont fait un état d'alerte par rapport au phénomène OVNI. Je ne pense pas personnellement qu'ils aient une possibilité d'intervenir au niveau des sciences, car en fait, scientifiquement, au niveau des sciences, au niveau des chercheurs, les gens sont viscéralement opposés à la recherche sur le phénomène OVNI. On peut dire que ce qui est intéressant avec le Cometa, c'est que des gens qui ont eu des responsabilités au très haut niveau, à la fois dans les sciences, au CNES et au niveau des armées, ont pris conscience qu'il fallait être sensibilisé à ce phénomène et qui disent attention, il peut se passer quelque chose, il y a quelque chose derrière le phénomène. Oui, à 2 reprises le rapport Cometa souligne que par cette phrase on ne rit plus, il n'est plus temps de rire, et on n'est pas ridicule en témoignant, en analysant, en étudiant. Il faut changer de mentalité. Il faut faire comprendre au milieu journalistique en particulier, qui porte une grosse part de responsabilité, qu'on ne doit pas se servir des ovnis pour remplir des colonnes et vendre du papier,
mais qu'on doit, au lieu de tourner en dérision, étudier sérieusement. C'est l'une de leurs principales recommandations. On ne rit plus, on n'est pas ridicule en témoignant. Très bien, oui, mais ça c'est très important et c'est vrai que c'est très très positif en soi. Bon, parce que... Effectivement, là je fais une petite parenthèse personnelle. Pour moi, cette émission hebdomadaire, elle est donc à rythme continu depuis 1 an, non-stop, mais nous avions consacré de nombreuses émissions par le passé à ce sujet. Il est de taille puisque soit finalement on s'abaisse au niveau de la littérature de gare en alimentant le rêve, bon, ça c'est petit a, soit on est face à une matérialité, et il s'agit donc, bien qu'on en parle peu, de quelque chose qui est phénoménal pour l'humanité. C'est un saut considérable dans l'humanité que de penser qu'un contact avec une autre intelligence, une autre entité soit possible. Oui, voilà. Moi j'ai pas le même raisonnement. Je pense que tout ce que tu viens de dire est très important. C'est vrai que j'avais précisé parenthèse personnelle. Voilà. C'est vrai que s'il s'avérait que les ovnis sont la manifestation d'une intelligence hors de nous-mêmes, qui soit un état de conscience différent du nôtre, c'est c'est ce qui tend à... Je vois pas où est le désaccord à ce moment-là. Attends, moi oui. je veux dire que par là, je ne sens pas que cette chose est quelque chose directement qui nous concerne directement. Elle nous concerne peut-être, mais nous en sommes presque... c'est enfin l'analyse que je fais de toutes mes lectures, de toutes mes cogitations, de toutes mes petites philosophies que j'ai tirées du comportement des témoins par rapport à leur témoignage. Moi, j'ai l'impression que cette chose existe et que nous existons à côté. Que cette chose a sa propre existence sans que nous ayons beaucoup à voir dedans, et que cette chose ayant sa propre existence et nous la nôtre, c'est deux choses qui vont parallèlement se côtoyer, interférer parfois, et qui ne se retrouveront jamais. Et je pense que quelque part c'est peut-être pas plus mal. C'est ce que moi je me dis. Car on peut imaginer ce que donnerait soudain l'arrivée massive de ces occupants d'OVNI, avec ce que ça impliquerait de laisser aller en se disant après tout ils vont nous sauver, ils vont nous libérer du cancer, ils vont amener la paix, la terre va être, il va y avoir à manger pour tout le monde, l'écologie, etc. Donc si tu veux, dans ma tête, les états de conscience sont tellement différents qu'ils cohabitent, ils s'interfèrent accidentellement ou pour des causes qu'on ne connaît pas, mais dans ma définition que je donne du phénomène OVNI, il peut être quelque chose effectivement qui de temps en temps est palpable pour nous, très fugitivement, mais qui n'aura pas une répercussion directe sur nous-mêmes. Et il ne faut pas en attendre des grands miracles, des grandes solutions, il ne faut pas en attendre quelque chose, une solution même à la limite. Voilà. Alors s'interroger sur le phénomène, c'est aussi alors ouvrir la porte à une interrogation sur soi-même. Tout à fait, absolument, oui. C'est exactement, ça devient très philosophique. Donc à partir de ce moment-là, si vous voulez, là j'ai l'air un peu d'être en contradiction par rapport aux traces, par rapport à la matérialité, car effectivement, s'il existe des structures qui apparaissent comme en apparaissent à Trans-en-Provence ou à la Marante, comme en apparaissent avec Christelle, ça veut dire que il y a des choses qui finalement nous ressemblent. Une structure volante par rapport à nos structures volantes, elles sont peut-être différentes par la différence dans le temps. Une civilisation qui a 1 million d'années par rapport à nous peut se déplacer dans des objets qui tiennent de la magie pour nous, mais qui se déplacent. Donc il y a peut-être aussi des liens qui nous unissent à ces gens-là. Mais pour l'instant, moi je pense que ils sont... on peut pas les concrétiser, ça reste toujours comme à l'état de rêve, comme une projection holographique. Ça demeure des éléments qui sont tellement évanescents que d'ailleurs, je vais te dire une chose, dans les librairies, l'ufologie, c'est à côté du spiritisme, c'est dans les mêmes rayons. L'ufologie ne sort pas de tout ce qui consiste à rêver, à anticiper, etc. Donc, là, c'est le problème des libraires. Oui, il faudrait éduquer les libraires. C'est vrai, mais ça montre bien... C'est ni scientifique ni spirituel, voilà. Il n'y a pas de rayon. Donc ça montre bien dans quel état d'esprit le public reçoit aussi ce phénomène.
Et c'est à mon avis un petit élément important, car ça n'en sort encore toujours pas, et c'est pour ça que l'étude scientifique du phénomène OVNI est psychologiquement très difficile. Alors une tentative de résumé. Robert Roussel, donc tu penses que la matérialité du phénomène est incontestable, j'hypothèse, mais par contre que ces entités n'ont rien à faire de nous. Et s'ils laissent des traces, c'est purement accidentel. Ouais, le mot est peut-être pas accidentel, mais je pense qu'il doit y avoir des interférences qui sont peut-être aussi une façon de nous montrer qu'ils existent, et de nous faire un petit peu évoluer, de sortir de notre sphère. C'est peut-être important que des entités ou une spiritualité fassent prendre conscience à une spiritualité qui ne l'a pas de l'existence d'autre chose. Ça, on peut l'imaginer. Je pense que oui, on n'est pas... Je pense que les ovnis sont un peu comme les fourmis que nous n'ont taquinées. On vient avec un petit objet traversé, on essaie de s'amuser avec les fourmis, on essaie d'interférer dans leur... Elles s'en rendent compte, à la limite elles pourraient faire des rapports sur l'intervention de quelque chose qu'elles ne comprennent pas, mais elles ne viendront jamais au bout de la baguette, au bout du doigt, parce qu'elles ne pourront jamais en avoir conscience. Mais elles pourront effectivement avoir conscience de la perturbation qui a été pour la fourmilière. De tenter le regard extérieur sur soi-même. Sur soi-même et se dire, ou ne pas se le dire, et noter la présence de quelque chose d'incongru. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Bien, on fait une pause musicale, on se retrouve dans un très court instant avec Robert Roussel sur Ici et Maintenant. Alors Robert Roussel vient de nous dire que finalement ces entités qui se baladent de ci de là ou à travers de nous n'ont pas grand-chose à faire de notre propre existence, simplement nous donnent des étincelles d'un autre chose, d'un autrement qui nous amène à réfléchir, mais le contact n'est pas pour demain. Oui, je le crois. Ensuite, quand on parle des entités, si tu veux, on parle d'entités parce qu'on en arrive obligatoirement, quand on parle du phénomène OVNI, de parler d'entités. Mais si je devais parler de ma démarche, j'évite justement ces digressions qui sont des digressions pour moi, parce que ma recherche en tant qu'enquêteur et journaliste, ça a été de m'intéresser aux faits concrets. Car si le phénomène OVNI pour beaucoup consiste à en rêver et à hypothéquer sur des choses, moi ça m'intéresse pas beaucoup, parce qu'on n'a toujours pas avec certitude, on ne sait pas avec certitude ce qui se cache derrière le phénomène OVNI. Tu as des gens pour qui le phénomène OVNI, ça demeure un grand mythe, ça demeure une grande rumeur, ça demeure un délire. Et moi j'ai lu justement en arrivant tout à l'heure une synthèse faite par un groupe ufologique, entre guillemets, qui détruit complètement l'affaire de Trans-en-Provence. Et pourtant, l'affaire de Trans-en-Provence est considérée par les scientifiques, les ufologues, et puis par les gens qui font référence aux ovnis comme l'une des plus sérieuses et des mieux établies qui soient. Et pourtant, il existe quand même des gens pour lesquels Trans-en-Provence se réduit à un délire de Monsieur Renato, ou c'est pas une blague au départ. Monsieur Renato, c'est Michel Monnery, qui est un spécialiste de l'action psychosociale, lui raconte que Renato Nicolai, qui est d'origine italienne, qui est mal inséré dans la société locale, a essayé de un petit peu se faire valoir auprès de ses voisins, et qu'il a raconté à ses voisins qui sont d'un statut social plus élevé que lui, qu'il a vu lui une soucoupe, qu'il a vu des extraterrestres, etc. Et la personne à qui il a fait cette confidence, la voisine, aurait déclenché le système d'alerte des gendarmes en les prévenant que Renato aurait vu un ovni, et qu'il aurait été incapable, lui, après, de se rétracter vu que vu l'intervention des gendarmes. Eh bien, vous avez des gens qui sont persuadés, j'ai lu ce rapport d'une centaine de pages, que Renato Nicolai a été victime ou d'un mirage, ou qu'il a déliré, ou que à la place de la trace qui pourtant était évidente, il s'agit plutôt d'une foreuse, d'un système de chariot ou de forage qui aurait pivoté sur place, que les examens faits par le professeur Bougnas, qui sont des examens considérés comme le top niveau de l'analyse, ne seraient pas crédibles, car ils ne s'intéressent qu'à une certaine partie de la trace et pas à d'autres,
que les traces sont... L'analyse n'est pas suffisamment dense et bien faite pour que son analyse soit crédible. Donc, vous voyez, je crois que certains vont jusqu'à nier l'évidence. Je ne dis pas que c'est... Oui. Robert Roussel, on a évoqué récemment sur cette antenne la confession de Allen Hynek, qui n'est pas n'importe qui, ex-collaborateur de l'US Air Force, prêt à tout, à n'importe quoi, pour justifier l'impossible. Voilà. Et qui ensuite s'est confessé, a dit bon là, franchement, j'ai déconné pendant des années, voilà. Mais c'est devenu trop lourd pour moi. Je suis maintenant convaincu de la matérialité du phénomène, mais c'est vrai que j'ai servi d'alibi. J'étais prêt à démonter n'importe quoi par n'importe quel moyen. Tout à fait. Donc laissons les pervers du rationalisme se dépatouiller de leur scénario, de leurs hypothèses, ou qu'ils viennent le faire à ce micro, mais je trouve que c'est beaucoup plus spectaculaire de les regarder patauger. Tout à fait. Mais c'est quand même une grande part de ces gens qui, si tu veux, on voit sur chapitre. J'ai lu, on a parlé de Christelle tout à l'heure, mais dans l'Isère, à Bourgoin-Jallieu. Christelle, son cas a été lu par Evry Chassman, qui en a parlé dans Ciel et Espace. Evry Chassman est on sait pour qui il roule, l'Union rationaliste. Tout à fait. Donc c'est pas vraiment scientifique d'être un militant. C'est tout à fait vrai, mais Evry Chassman, quand il cause, très peu de gens dans le monde scientifique se permettraient de dire que Evry Chassman raconte des histoires. Évidemment, il tient les cordons de la bourse. Il a un moyen de pression fabuleux sur les jeunes chercheurs. C'est un briseur de carrière. Si on n'est pas dans sa trajectoire, évidemment, autant changer de métier. Alors moi je vais compléter. Donc Evry Chassman raconte que la gamine a certainement déliré. Il fait le rapport avec l'histoire de Sergi Pontoise et il prétend que les gendarmes sont arrivés quelques jours plus tard et donc que la trace pourrait être consécutive à autre chose que ce qu'elle décrit. En réalité, dans le rapport de gendarmerie, il est bien spécifié que les gendarmes arrivent dans les 2 heures qui suivent. Bien sûr. Oui, mais alors le public n'est intéressé, comme chaque fois, que par le premier déni, beaucoup moins concerné par la réfutation. La réfutation n'intéresse plus. Si un membre de l'Académie des sciences nous dit qu'il n'est pas satisfait de l'enquête menée par les gendarmes avec, selon tel ou tel argument mal étayé, le grand public retiendra que l'Académie des sciences tout entière s'oppose. Et la réfutation que pourra fournir Robert Roussel, point par point, le public n'ira pas se pencher dans le détail pour voir que Chassman avait tout faux. Tout à fait, c'est exactement ce qui se passe, et c'est ce qui est dramatique. On en retient le dénigrement, mais on n'en retient pas, on ne cherche pas à savoir davantage. Tout à fait, c'est une réaction humaine, et c'est la raison pour laquelle plus le nombre de chercheurs s'intéressera au phénomène OVNI, plus d'abord il sera convaincu par l'intérêt du dossier, plus il découvrira d'éléments, et plus il le fera connaître. Bien sûr. Pour moi, c'est simple, avec la relecture du rapport Cometa récemment paru 3 ans plus tard, après sa version magazine en 99 et donc en librairie en juin 2003, eh bien, laissons-les s'auto-convaincre. Les généraux demandent aux scientifiques de cesser de ricaner et les invitent à s'y pencher sérieusement. Voilà, qu'ils s'arrangent entre eux. Après tout, ils fréquentent les mêmes tables. Eh bien, c'est une affaire maintenant entre gens sérieux, ou qui devrait l'être. Les généraux invitent les scientifiques à s'y consacrer sérieusement. Tout à fait. Le problème, c'est que, par exemple, je vais te citer de la réaction du Canard enchaîné quand est paru le Cometa sur VSD. Le Canard enchaîné avait titré coup de chaud. Coup de chaud chez une bande de retraités, etc. Ils avaient ridiculisé ces hommes qui faisaient... Oui, c'est un délit de faciès. Eh oui, tout à fait. Ils ont le malheur d'être retraités, donc ne soient pas crédibles. Alors là, je vais quand même aussi apporter, jeter une petite pierre dans cette mare, parce que... La mare au canard, bien sûr. À la mare au canard, bien entendu. Quand ces gens-là avaient des responsabilités, et qu'il se produisait des phénomènes ovnis conséquents, et il s'en est produit, ils n'intervenaient pas, ils sont restés dans le silence. Maintenant qu'ils sont à la retraite, c'est-à-dire qu'ils ne craignent plus pour leur carrière, ils parlent. Et c'est ça qui est gênant. Ça, c'est embêtant. Tu vois, ça, c'est quelque chose qui est bien dans l'esprit à la fois de la science et des gens qui sont dans la société. Une fois qu'ils ont quitté leur habit, oui, ils disent c'est vrai, c'est intéressant, etc. Mais ils ne craignent plus rien, c'est le cas de le dire. Et ça, c'est grave.
Bien sûr. C'est un état d'esprit qui va empêcher d'avancer et de résoudre quoi que ce soit, à mon avis, parce que maintenant, ça déteint sur les autres. Oui. Au contraire donc de ce que peuvent en penser les potes de Claude Angeli et du Canard enchaîné, les retraités ont une valeur de la parole libérée. Qui d'ailleurs, les retraités vivant de plus en plus vieux et étant de plus en plus actifs, et ils vont commencer à se faire entendre, et à mon avis, c'est peut-être pas plus mal non plus. Alors on en était après le départ de Claude Poher remplacé par Esterle, au départ d'Esterle, et la disparition du GEPAN sous sa forme trop voyante, trop tournée ovni. On remet les choses au pas, on coupe les crédits et on baptise l'organisme, toujours dépendant du CNES, on le baptise de CEPRA, et on charge Velasco, qui s'y trouvait déjà, avec un petit secrétariat de 3 fois rien, on le charge de prendre le relais et de se consacrer aux rentrées atmosphériques. Alors, il n'y a pas de coupure c'est le cas de le dire, de budget, il n'y a pas un budget qui augmente spécialement. Il n'y a plus les commissions d'enquête. Non, il y a les commissions d'enquête, on peut pas dire, la commission d'enquête, c'était le GEPAN. Mais il n'y a plus d'enquête avec des volontés d'aller loin. Il n'y a pas les moyens mis comme autrefois. Autrefois, il y avait un psychologue à l'intérieur du GEPAN. Il y avait une analyse des photos. Il y avait les consultants qui pouvaient intervenir. Il y avait une structure effectivement conséquente qui tout de suite pouvait donner son avis et permettre de développer une enquête. Effectivement. Donc moins de moyens. Moins de moyens, c'est vrai. Il y a, disons, une stagnation du moyen. Donc par contre, il y a certainement une lecture des cas qui sont présentés par la gendarmerie. Il y a une analyse, à mon avis, qui se fait quand même et qui peut-être amène des... Il y a quand même, au moment où se produit un événement conséquent, il y a une volonté de donner, ne serait-ce que par la médiatisation qui est faite par ce cas, de donner un avis. Cet avis, il faut bien qu'il soit, si c'est un phénomène de rentrée atmosphérique, il faut qu'il prenne contact avec le NORAD, il faut qu'il prenne contact avec les services qui permettent l'identification des satellites, etc. Ça demande des moyens, ça demande des gens, des compétences qui sont à la fois au CNES ou qui sont même aux États-Unis ou au niveau européen avec l'ESA pour savoir de quoi il s'agit. Ces compétences sont mises en route dès qu'il y a une sensibilisation du public par un cas. Mais généralement, le CEPRA se contente de centraliser les observations qui sont faites par la gendarmerie, et puis les comptabilise, puis sans plus, puisqu'il n'y a pas de raison d'aller plus loin. Toutefois, à un public parfois inquiet par une manifestation un peu trop voyante, la justification des politiques consisterait à nous répondre, vous voyez, le CEPRA existe. Tout à fait. C'est exactement la raison pour laquelle on dit que le GEPAN a été, disons, dissous, mais il a été remplacé par le CEPRA, et le CEPRA a pour mission, avec les rentrées atmosphériques, d'intervenir dès qu'il s'agit d'une observation insolite d'OVNI, d'objets volants non identifiés. Donc l'excuse est toute prête en disant non, on continue à s'occuper d'OVNI au sein du CNES. Voilà. Mais en gros, le CNES ne s'en occupe pas comme il devrait s'en occuper après les résultats obtenus qu'on a découverts au GEPAN, après l'affaire de la Marante et après de Transraprovence. Il aurait décuplé les moyens, les budgets et les personnes. Car en fait, c'était la confirmation de quelque chose d'important et qui confortait que la recherche devait continuer, ce qui ne s'est pas produit. C'est ce que demandait l'ancien conseil scientifique du GEPAN, qui après qu'il ait été dissous après sa disparition, qui sollicitait que soient développées les enquêtes, car il disait qu'il y avait une trame solide, sérieuse, qui demandait développement. Et a priori, on ne sait pas ce que deviennent maintenant les rapports d'OVNI. Mais si on sait, n'est-ce pas, Robert Roussel, peut-être c'est l'heure de se lâcher, de former une hypothèse. La recommandation principale du rapport Cometa est que soit mise en place une commission supérieure au CEPRA qui dispose des rapports de gendarmerie. Mais finalement, cette structure, elle existe probablement déjà. Je crois que tu l'as identifiée. Mais je pense qu'elle existe. Effectivement, le hasard a voulu qu'en étant accrédité défense, je reçoive les courriers
qui sont diffusés auprès des accrédités et qui parlent des commissions qui sont créées, des différentes structures militaires. Et un jour, j'ai découvert la création du Conseil scientifique de défense. Et ce Conseil scientifique de défense, j'ai découvert avec surprise qu'il était présidé au début de sa création par Hubert Curien et puis par un ambassadeur dont je me souviens plus le nom, et que ce Conseil scientifique de défense ressemblait presque mot pour mot, personne par personne, au conseil scientifique du GEPAN, du CNES, ou celui de l'IHDN, qui était au début. L'Institut des hautes études de défense qui a donné lieu à la création du GEPAN. Et ce conseil scientifique de défense, bien entendu, n'est pas spécialement créé pour les ovnis. Il est habilité à intervenir sur les choix militaires, sur les dangers courus sur la planète, mais vu la présence de Hubert Curien à sa création, vu la disparition du GEPAN et de son conseil scientifique de défense, j'en ai conclu à la façon dont sont distribuées les personnalités qu'il était aussi capable d'intervenir sur le phénomène OVNI et que cela représentait la structure la plus adaptée, la plus discrète, la plus efficace. Pas discrète jusqu'à ce soir. Pour donner son avis, à mon avis, sur une histoire de phénomène OVNI qui pourrait être susceptible de demander des développements et de fournir ses synthèses, ses analyses au président de la République ou au Premier ministre si ça s'avérait utile. Je pense que c'est le Conseil scientifique de défense qui maintenant a en charge réellement des problèmes d'OVNI. C'est ma conclusion, c'est peut-être une conclusion un peu tirée par les cheveux pour certains, mais à mon avis, elle me paraît assez cohérente et je pense que si je la soumettais à un tribunal, je pense que ça irait dans ce sens-là. Je le sens comme ça et ça explique les silences du GEPAN, du CEPRA, ça explique l'apparente absence d'analyse complémentaire, d'élargissement de la recherche. Je pense que c'est assez en cohérence. Donc rien ne disparaît, tout se transforme. Et quelquefois, c'est comme un sous-marin, on n'en voit plus que le périscope, mais l'objet est toujours là, sous la surface de l'eau. Il était simplement trop visible, il était devenu trop visible. Et maintenant, il est entre les mains purement des militaires qui bénéficient toujours des rapports de gendarmerie et d'autres. Des rapports, par exemple, des observateurs radars. C'est-à-dire que Jean-Pierre Petit avait effectivement trouvé une structure militaire qui fait des analyses d'éléments de terre, de végétaux, etc. Le CTA ? Le CTA, voilà. Et c'est lui qui m'avait alerté un jour en me parlant de cette trouvaille qu'il avait faite. Et je trouve que c'est tout à fait complémentaire avec le Conseil scientifique de défense qui pourrait être tout à fait capable de dire, après ces analyses, bon, bien là, nous sommes avec une histoire suffisamment solide pour alerter les politiques et les instances. C'est la raison pour laquelle je crois. Alors le COMETA, que viendra faire le COMETA? C'est l'analyse complémentaire. Le COMETA se refuse tout contact avec les ufologues. Moi j'ai écrit à Bernard Norlin, que j'avais connu d'une manière un peu... Dans un avion. Dans un avion. La première fois que j'ai volé en Jaguar, c'était en 1975, c'était avec Bernard Norlin. Il était l'adjoint du colonel Litre de la base de Saint-Dizier et responsable à l'intérieur de la FATAC. C'était mon premier reportage dans un avion de guerre, dans un jet. Et c'était un moment extraordinaire que j'ai vécu, car pour ce reportage qui était un magazine de 26 minutes, à la base de Saint-Dizier, le colonel Litre nous avait mis 25 Jaguars en vol. Et je me souviendrai toute ma vie de ce tournage, car ce tournage se termine pour moi par un bide extraordinaire. La caméra est tombée en panne. C'était une caméra film. Elle est tombée en panne au moment où je commençais à filmer cette noria de 25 avions qui devait former dans le ciel un 7 pour la 7e escadre de chasse de Saint-Dizier. Donc Bernard Norlin se souvient énormément de moi, car dans les moments où j'ai découvert que la caméra avait un bourrage, j'ai dit, commandant, j'ai un problème comme dans Apollo 13. Et je lui ai dit, il n'y aura pas de film. Et quand j'ai atterri, j'en ai encore la chair de poule, et que j'ai expliqué aux 25 pilotes qu'il n'y aurait pas de film, je peux te dire que j'ai eu l'impression qu'il y avait 25 procureurs qui me regardaient. Et c'est
Et ces gens qui sont des pilotes qui savent ce que c'est que la panne, car ils savent que dans les avions à tout moment on peut avoir une panne. Ils ne m'ont pas voulu. Donc Bernard Norlin, pour moi, est quelque chose que j'ai gardé sur le plan de la mémoire d'une manière un peu étonnante. Et quand je découvre que c'est lui qui anime le Cometa, ou qui a un petit peu présidé à la naissance du Cometa, donc je lui adresse un courrier, et dans ce courrier je lui demande des renseignements. Je lui dis, est-ce que le président de la République, dont vous aviez été un des chefs je crois qu'il avait été un de ses chefs de cabinet militaire, vous a répondu puisque vous avez alerté les instances de l'État? Et je n'ai jamais reçu de réponse de Bernard Norlin. Mais il te le dira pas. C'est-à-dire que moi, je crois que le Cometa a décidé de se couper des ufologues, des organisations, etc. Car il sait très bien que ce milieu est relativement fragile bancal. Et le Cometa, à mon avis, si ma théorie sur le Conseil scientifique de défense est exacte, un jour, s'il se passe un événement énorme, le Cometa fera l'interface entre le public et le politique. Et c'est la raison pour laquelle il doit demeurer en dehors du coup. En réserve. En réserve. Pour les militaires, c'est choisi. Voilà, c'est très bien choisi. Pour moi, le rapport Cometa, il a été rédigé à l'intention du public, comme une lettre ouverte au président et au Premier ministre. Mais le propre d'une lettre ouverte, c'est que c'est destiné à la masse, au grand nombre de lecteurs, et le destinataire n'est que la Libye. En réalité, donc pour moi, le rapport Cometa est destiné à l'information du public et se donne davantage d'importance en montrant qu'il est destiné au président et au Premier ministre, afin qu'on y prête davantage attention. C'est une lettre ouverte au public. Oui, mais moi je trouve que c'est une bonne initiative, mais est-ce que la médiatisation du Cometa est suffisante? Voilà, ça c'est la grande question. Parce que quand j'ai été acheter le Cometa il y a 3 jours, j'ai été dans un endroit qui est théoriquement une super surface sur le plan de la librairie. Ils l'avaient, mais ils étaient incapables de le retrouver. Pour eux, le Cometa était en sous-étage, et c'est ce qui m'a fait beaucoup de peine d'ailleurs. Il se trouvait dans un endroit avec, je te dis, les livres sur les parasciences, et la médiatisation du Cometa n'est pas suffisante pour que le public soit sensibilisé à ce problème. Mais c'est une petite pierre, c'est une petite goutte d'eau qui est très très positive dans ce sens-là. Avec un bémol sur certaines références des écrits du Cometa que moi je trouve un petit peu discrédibilisantes du Cometa par rapport à l'affaire Roswell. Moi c'est vrai, je me veux une rigueur qui me fait éliminer certains cas qui me paraissent relever du mythe ou du rêve. Roswell, pour moi, fait partie, surtout qu'en tant que caméraman, quand j'ai vu le film sur l'autopsie... faut peut-être pas confondre le film. Oui, il faut pas confondre, mais ça me paraît quand même l'image que va garder le public, que garde le public de cette autopsie caoutchouteuse. Oui, mais Robert Roussel, le propre de la désinformation, c'est tout à fait américain dans son outrance. Plus c'est gros, plus ça passe, mieux ça passe. C'est par exemple de créer dans des studios un film bidon pour accentuer le ridicule et gagner 5 ou 10 années de tranquillité, sachant qu'on aura mis les rayures de son côté. Je sais pas si je me fais comprendre. Si, j'ai bien compris. Populariser le film, en faire trop, tout en laissant un doute léger, c'est une manière d'augmenter le nombre de rayures. Oui, mais c'est un raisonnement auquel je m'associe pas, parce que je le sens exigeant des capacités, des moyens et des budgets qui me paraissent hors de propos. Alors, est-ce qu'on arrivera pour autant à ridiculiser le phénomène OVNI qui commence maintenant à avoir ses assises tellement sérieuses sur le plan au moins de l'observation pure et dure? Moi, j'en reste si tu veux, à une volonté de me satisfaire, de vouloir centrer tous les efforts sur des observations pures et dures qui deviennent comme Trans-en-Provence ou la Marante des références et qui là donnent, si tu veux, le crédit pour permettre aux scientifiques de s'accrocher un petit peu au train, au wagon. Je termine avec Roswell. J'ai retrouvé cette note. Le rapport Cometa parle effectivement à propos précisément de la vidéo de la dite autopsie de Roswell, parle de désinformation amplifiante par opposition à la désinformation réductrice, laquelle consiste à dire circuler, il ne s'est rien passé. L'amplifiante consiste à donner de fausses preuves le plus largement possible afin d'atteindre son but de décrédibiliser l'ensemble. Oui.
Alors là, c'est des théories difficilement contrôlables. Ce sont des techniques de manipulation. Des techniques de manipulation. Je ne sais pas si on doit les accepter sur le phénomène ovni, mais enfin, on en parle énormément, effectivement. On peut se poser la question au moins essayer de l'aborder. Supposons maintenant qu'une manifestation plus voyante que les autres se produise. Combien de temps donnez-vous à l'humanité pour tenir en place avant de s'effondrer? Ah, c'est question piège, ça. Non, tu me l'as dit tout à l'heure, il s'agirait de quelques temps, mais sans préciser. Oui, non, mais c'est sûr que l'équilibre mondial. C'est sûr que si d'un seul coup on voyait se concrétiser dans le type du film Rencontre du troisième type, quelque chose prenant contact avec la planète Terre et qui d'un seul coup donne l'impression aux humains que quelque chose va prendre leurs problèmes en main, à mon avis, là, la déstabilisation de la société est garantie dans les jours, les semaines et les mois qui viennent. Donc, quelque part, si on peut réfléchir à une intelligence extérieure, on peut s'imaginer, c'est un peu le thème du zoo, on peut s'imaginer qu'elle n'interfère pas dans notre vie pour ne pas justement détruire nos structures sociales. Je ne sais pas si, avant qu'on poursuive, c'est l'exemple de Spielberg, surtout celui-là, Rencontre du troisième type, était particulièrement choisi par rapport à Independence Day, je ne sais quoi. Parce que Spielberg a joué finement avec son Rencontre du troisième type. On peut se dire à la fin du film qu'en fait, le phénomène était destiné à une poignée de personnes. C'était dans le creux, dans le recoin d'une montagne. Le pays peut continuer d'ignorer ce qui s'est passé. Une poignée de savants a été témoin d'un contact, et puis tout a disparu, chacun est rentré chez soi. La manifestation publique, le trouble mondial n'a pas pu se produire à cette occasion-là. Par contre, un survol de Washington, là, il y a un grand témoin qui se produit. Oui. Bien sûr, c'est très localisé dans Spielberg, mais on peut imaginer que le millier de personnes qui étaient dans cette sorte de cuvette ne peut pas garder ça à son niveau. Ils vont bavarder, mais on les croira pas. Voilà. Oui. Enfin, imaginons donc qu'il bavarde, imaginons que comme dans Independence Day, ce soit suffisamment visuel pour que la planète d'un seul coup prenne conscience de cette présence et de cette intervention. À mon avis, la déstructuration de la planète est assurée dans les heures, dans les mois qui suivent, car on le voit bien dans cette façon qu'ont les gens de se précipiter sur les sectes. On voit bien cette volonté, ce désir qu'ont les gens de voir être pris en compte leur affaire par d'autres choses, par d'autres structures qui les aident à vivre, qui les aident à surmonter le mal-vivre que cette planète fait régner en ce moment. C'est accentué chaque jour par l'écologie, par la surpopulation, par la faim, etc. Et je pense que il y a une attente quelque part. Et c'est ce qui est d'ailleurs crédibilise les scientifiques à dire les ovnis ne sont que le transfert des volontés des humains de croire en une existence qui va intervenir dans la vie de tous les jours. Donc c'est ce qui ridiculise quelque part le phénomène. Et je pense que s'il existe une entité, une conscience quelque part qui nous observe, ou qu'au moins parallèle à la nôtre, son but, ça doit être absolument de ne pas interférer dans notre existence, ou le moins possible. Alors évidemment, on ne peut jamais s'empêcher du réflexe anthropomorphique, se dire qu'il possède, un corps, etc. Ce qui n'est pas forcément le cas. Une conscience qui navigue entre telle et telle borne d'un quotient intellectuel tel que nous le définissons, ce qui n'est pas forcément non plus obligatoire. Donc ça fait éclater beaucoup de barrières et beaucoup de présupposés. Oui. Moi, je vous dis, je serais plutôt à croire que cette entité, cette chose, cette définition n'est même pas extraterrestre. Elle pourrait être à côté de nous. Dans sciences physiques, on est en train de se demander s'il n'existe pas X univers parallèles qui se chevauchent, qui vivent. On parle des cordes, on parle des possibilités d'univers qui se côtoient et qui ne se rencontrent jamais. Donc, on peut imaginer très bien qu'à quelques millimètres de nous, d'autres choses existent. Se superposent. On va y revenir dans un instant. Oui, Alex. Avant que vous repreniez le fil de votre conversation, quelques instants auparavant, avant que Pierre-Marie n'intervienne, vous parliez des témoignages, Monsieur Roussel, des témoignages de pilotes, et du fait que quand il y a une observation radar, de toute façon, il faut aller voir la tour de contrôle en revenant, et il faut expliquer ce qu'on a vu, faire un rapport un petit peu plus en avant. Alors on a interviewé différents pilotes sur cette antenne, le commandant Crine, le commandant Loiseau, le commandant Maurice Chollet, qui ont bien voulu nous apporter leur témoignage.
Maurice Chollet, lui a vu 3 cas différents dans sa vie, dont un où il revenait de Montélimar, si je ne me trompe pas, et ils ont vraiment observé quelque chose d'étrange, tous dans cet avion, et ils ont décidé, parce qu'il y avait un éco-radar, il était en contact avec la tour pendant ce voyage, ils ont décidé, en descendant donc de l'avion, d'aller vers la tour de contrôle. Voilà ce qui lui est arrivé. Et le gars de la tour me dit, on venait me contacter à l'arrivée. Pas de problème. Donc, on se pose, on fait la checklist, et puis on descend. On était les derniers à se poser. Alors, il y avait donc la douane qui était là, et qui nous dit, d'où venez-vous? De Marseille. Bon, ben, il me dit, pas de problème, ok. Et j'avais aperçu deux grands civils qui étaient dans le fond, là, et qui nous observaient. Et au moment de nous séparer, ils s'avancent vers nous. Ils nous demandent, vous êtes bien l'équipage Air France numéro tant? Bah oui, parce qu'on signale par un numéro. Bon, ben, il nous dit, vous rentrez sagement chez vous. Alors moi, j'ai fait l'imbécile parce que on veut aller à la tour. Alors j'ai dit au capitaine en douce, il dit, on y va à la tour? Alors il était hésitant, évidemment, pour cause. Et un des inspecteurs nous dit, bon, ben, ça suffit comme ça, vous rentrez chez vous bien sagement, voilà, et vous n'allez pas à la tour de contrôle, parce que sinon, vous risquez des ennuis. Et j'ai dit ça parce qu'il nous a dit ça sur un autre ton. Et où, bon. Alors, il faut reconnaître que l'engin qui nous suivait a été vu par la tour par un éco-radar, et donc le chef de la tour a été averti, et automatiquement il a averti la police. Et c'est pour ça qu'on avait 2 inspecteurs. Monsieur Chollet. Il faut dire que dans ces temps-là, les histoires des ovnis étaient top secret. Aviez-vous des Oui, Alex, on va s'arrêter là. C'était juste un morceau d'archive de l'interview de Maurice Chollet. C'est bien celui dont le pilote dont nous parlions en antenne avant. Il y a toujours des débriefeurs qui traînent dans ces cas-là. Parce qu'il me semble, et c'est souligné aussi par de nombreux observateurs, que la gêne principale, c'est le public et c'est les journalistes. Ça veut dire la diffusion de l'information mal contrôlée. Il faut pouvoir encadrer le public, et ça, c'est l'affaire des politiques, avec des réponses convenables, plutôt que la précipitation. Moi, j'ai plusieurs interprétations sur... D'abord, ce mot de débriefeur me gêne un peu, parce que ça entretient un petit peu l'histoire des MIB, et dans ma carrière de... Les MIB, les Men in Black. Les Men in Black, pardon, oui. Dans ma carrière de type qui a enquêté, et pourtant ça fait pas mal d'années, je me suis rendu crédible à travers mes démarches, je n'ai jamais vraiment entendu de type qui me racontait d'histoires de gens qui les influençaient pour ne rien dire. Par contre, on peut très bien imaginer effectivement que il y a une certaine volonté de garder ça d'une manière plutôt très personnelle pour les militaires. À une époque, effectivement, dans les premiers temps, quand j'avais accès au dossier de la gendarmerie, que j'ai été rue Saint-Dominique lire les rapports, les premiers rapports, dans les années 50-60, étaient couverts d'un sigle sur le rapport secret défense. C'était à l'époque où on pensait qu'il s'agissait, comme je l'ai peut-être déjà dit tout à l'heure, de survol d'avions espions, donc on voulait identifier la menace. Après, quand on s'est rendu compte qu'il s'agissait de choses complètement différentes, le secret a été levé. Mais ce qui n'empêche que il existe, c'est vrai, au plan militaire, une volonté d'abord de conserver ce type d'informations. Parce que il existe aussi quand même des avions comme le F-117A, quand il est sorti, pendant des années, il est resté top secret. Et c'est vrai que quand on l'a découvert, certains l'ont assimilé d'ailleurs à une présence ovni. Et donc, dès qu'il y a un bizarre phénomène ou une bizarre présence autour d'un avion, les premiers intéressés sont à la fois les militaires et qui demandent une certaine discrétion autour de l'observation. Et il y a aussi une chose importante, c'est que les scientifiques eux aussi souhaiteraient qu'il y ait une certaine discrétion faite sur ces témoignages, car on sait que les journalistes ont une certaine propension à se jeter sur ce genre de témoignage, à le travailler, à le transformer, à venir solliciter les témoins de telle sorte que tout témoignage est complètement brouillé, complètement saturé, et le GEPAN, dans son obsession, quand un cas lui était communiqué, c'était d'arriver le plus vite possible pour essayer de ne pas subir la pollution à la fois des médias et des communicants. Donc il y a toute une chose qui vient s'agglomérer autour de cette sensation effectivement
que des gens souhaiteraient qu'on fasse le moins de publicité. Mais je pense que c'est toute une série de choses qui s'emboîtent les unes des autres. Moi, je ne suis pas très fanat des types qui viennent habillés en noir avec des lunettes et qui, eux, savent et qui disent aux types on ne dira rien, etc. Pour moi, ça fait partie du folklore. C'est quelque chose à laquelle... à mon avis, je pense que si, dans le temps que je me suis intéressé à ce phénomène, j'aurais trouvé une somme de tas de témoins qui auraient parlé de ces choses-là, qui m'auraient dit qu'il y a quelqu'un de bizarre qui est venu me voir. Je n'ai jamais entendu ça. Donc, je ne peux pas trop me sentir concerné par les débriefeurs. Voilà. Donc, en fait, les pouvoirs en place préfèrent se garder une priorité pour pouvoir continuer la collecte d'informations, l'analyse, mais ce n'est pas une volonté acharnée de secret. Oui, je pense. Et c'est logique en soi. Car tu peux pas savoir comme l'influence des journalistes est terrible, et même sur les scientifiques. Moi, j'ai fait le cas de Nord-sur-Erdre avec Velasco. J'étais dans le coin où au moment où il était sollicité par les journalistes, même le type le mieux formé, et encore ils sont pas bien formés, est complètement déraciné, déboussolé par cette présence journalistique qui le harcèle et qui l'empêche de faire son travail. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important dans la façon de bousculer la recherche, dans la façon de déstabiliser les chercheurs. Et il faut y penser à ça. Et plutôt penser à ça d'abord qu'à tenter de croire à une mainmise de gens qui connaîtraient tous les secrets sur le phénomène OVNI. Je ne sais pas si je suis 100% convaincu. C'est ma théorie un peu à moi. Moi, j'essaie de réduire au minimum tous les fantasmes autour du phénomène OVNI pour m'en tenir un peu à la pépite, au cœur du phénomène. Pas tout à fait convaincu, parce qu'il y a ce contre-argument parmi d'autres, c'est que le pays qui possède une technologie dérivée a tout intérêt à se la garder. Ce n'est pas qu'il ne souhaite pas informer son public, c'est qu'en n'informant pas le public, il se garantit de ne pas informer non plus les autres pays qu'il a cette avance technologique. Oui, mais cette avance technologique nécessairement transparaît dans le quotidien. Par exemple, moi, la théorie de certains sur la technologie avancée de l'Amérique par rapport on détiendrait des informations sur le phénomène OVNI et qui permettrait aux États-Unis d'avoir une avance par rapport aux autres nations. Moi, elle me paraît complètement incohérente par rapport au drame qui vient de se produire sur la navette Columbia. On voit mal comment les Américains pourraient justifier auprès de leur opinion de risquer la vie de leurs cosmonautes, pas de leurs cosmonautes, de leurs astronautes, cosmonautes c'est pour les Russes, de leurs astronautes, alors qu'ils détiendraient une technologie qui leur permettrait de garantir à 100% la sécurité des missions. Donc, parce qu'il faut pas oublier une chose, c'est que dans les pays démocratiques, il y a toujours quelqu'un qui ira chercher la petite bête, et c'est ce qui se passe aux États-Unis, où on prétend que les IT interviennent dans la technologie de pointe. Moi, je dis que l'affaire Columbia démontre et dément complètement cette intervention. Il y a aussi des morts suspectes parmi ceux qui savent des choses. Là, je peux pas répondre parce que. Alors pourquoi des morts suspectes? Oui, mais alors, prouver ces morts suspectes, moi, mon domaine, je le répète toujours, je me limite, et c'est peut-être ma façon de sortir du sentier, je me limite à l'étude française, je suis axé... L'enquête officielle, oui. À l'enquête, oui, je suis axé sur ces thèmes-là. Donc les morts suspectes, moi, je ne peux qu'écouter, et je suis incapable de répondre à ce niveau-là. Ça, en toute honnêteté, je préfère limiter mes interventions à ce niveau-là, car quoi dire, comment dire, à moins de faire l'enquête, à moins de remonter la source, à moins de vérifier, etc. Ce qui est pratiquement impossible pour les chercheurs indépendants. Bien, les morts suspects, c'est une autre investigation, une autre histoire. Les conversations se poursuivent aussi pendant les pauses musicales, hors antenne. On vous cache des trucs. Non, en fait, je plaisante. On y reviendra. On prolongeait sur le thème du secret. On y reviendra parce qu'on va pas faire attendre l'auditeur suivant. José, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Didier. Bonjour. Bonjour Monsieur Roussel. Serait-ce le José de Don Quichotte? Oui, c'est ça, c'est moi. Reconnu.
Je suis démasqué. De l'association Opération Don Quichotte. Voilà, donc moi j'écoutais avec attention cette émission, cette très bonne émission d'ailleurs, comme tous les mardis. Non, très bon Roussel ce aujourd'hui. Ouais. La question, Monsieur Roussel, vous semblez prendre cette façon qu'ont les militaires d'enquêter sur les cas d'atterrissage. Enfin, vous parliez tout à l'heure de sous-marin qui est passé sous la surface de l'eau avec la séparation du GEPAN, c'est-à-dire qu'il y a eu, comme le dit Jean-Pierre Petit, une captation de savoir fait dans le cadre des prélèvements ou l'ensemble des techniques d'analyse des cas OVNI. Et vous dites, vous semblez prendre ça très soudainement et dire que c'est relativement normal. On parlait tout à l'heure d'un possible contact et des dégâts que cela pourrait causer si une ethnie extraterrestre se mettait à apparaître de manière massive devant la population. Moi, j'ai un peu l'impression quand même que le fait de cacher ces événements au public empêche le public de se préparer à cela. Et finalement, ça nous retarde considérablement dans notre sortie de notre sphère terrestre. Quelque part, c'est un peu aussi notre rôle à Don Quichotte d'essayer de faire déclassifier ces fichiers et d'éviter qu'ils ne profitent qu'à un groupe de gens très initiés. Si on regarde la 4e de couverture du rapport Cometa, ça se termine par « Est-on en présence d'engins d'origine non terrestre ?» Point d'interrogation. Cette hypothèse ne peut être écartée. Si elle serait exacte, elle serait grosse de conséquences pour la défense. Nous disons non, nous disons qu'elle serait grosse de conséquences tout court pour l'ensemble de l'humanité. Oui, tout à fait d'accord. Mais je pense que, vous savez, là, on est en train de dire les ovnis, c'est fini, on n'en entend plus parler, etc. Il y a aussi cet aspect qui compte, c'est-à-dire la présence ou la dilution du phénomène dans le quotidien. Donc cette dilution du phénomène, le rapport Cometa, je le répète, nous intéresse à nous qui sommes sensibilisés par la question, mais le rapport Cometa dans le public, ça ne signifie rien. Donc pourquoi ça ne signifie rien? Parce que le public démarre sur des choses concrètes. Pour l'instant, les journalistes, les journaux ne parlent plus d'OVNI. Et pourquoi ils ne parlent plus d'OVNI? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'OVNI. Ça veut dire que c'est toujours le même procédé, le même processus d'information. On voit une sorte de bizarre lueur qui passe dans le ciel, et ça, on voit peut-être des choses un peu plus précises racontées par un témoin unique, ou peut-être deux, et puis c'est tout, ça ne va pas plus loin. De temps en temps, il y a un cas qui surgit avec beaucoup plus de développement, qui s'avère hélas, comme l'affaire Sergi Pontoise, qui est extraordinaire. 8 jours, le type, il disparaît, Franck Fontaine, et puis il réparait au même endroit, avec la même somme d'argent, avec la barbe. Les gendarmes étaient captivés par cette histoire. Ils y croyaient dur comme fer. Et puis c'était une blague. Donc si vous voulez, si le phénomène OVNI ne se manifeste pas de manière plus spectaculaire et visuelle, il restera à l'état de léthargie là. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, l'opinion avance par à coup. Un jour, il se passe un événement, les journalistes se précipitent sur, par exemple, la guerre du Golfe, on va en parler des semaines et des mois, les armes chimiques n'y étaient pas, etc. On va continuer à développer. Vous voyez, la planète, elle réagit en fonction des secousses médiatiques. Donc, en ce moment... En fait, elle n'est pas maître de l'information qui lui passe entre les mains, ce que vous voulez dire, quoi. Elle est encore soumise à la marée des médias et pas capable de pouvoir se concentrer sur les points importants. Tout à fait, elle est sensible à ça, vous voyez, elle vit en fonction des événements qui lui sont retransmis par globalement les médias. Donc le souci OVNI qui nous intéresse et qui est fondamental, car effectivement, si quelque chose, et à mon avis, moi, il se passe quelque chose de derrière qui est fantastique, c'est ce que je dis que c'est la chose la plus fantastique de l'univers, probablement, quand j'en parle à quelques-uns. J'en parle très peu en réalité parce que ça devient... C'est assez difficile d'en parler. C'est assez difficile, exactement. Moi, à la télé, il y a très peu de gens qui me parlent des ovnis parce que je n'en parle jamais. Et je refuse de faire, quand il y a une observation insolite, de faire un reportage parce que je sais comment ça va être traité et ça m'énerve tellement de participer à des tournages aussi farfelus que moi, je m'exclus automatiquement quand il se passe des phénomènes comme ça. Donc, si vous voulez, le phénomène OVNI n'est pas une obsession pour le commun des mortels. Et je pense qu'il y a l'explication de cette façon d'être un peu en marge.
Ça faciliterait quand même les choses si ces rapports de prélèvement étaient diffusés plus largement. Ça faciliterait la sensibilisation des scientifiques d'une manière massive, qui ne pourraient difficilement contester les prélèvements. Bon, Trans en province, ça a été contesté, vous en parliez avant, de manière d'ailleurs tout à fait abusive par les nationalistes. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a eu des Trans en Provence bis. J'ai un adhérent de Don Quichotte qui m'a confié qu'un de ses amis avait repéré une trace d'atterrissage une trace en tout cas sur un terrain de football. Qui a été visible encore 18 mois plus tard. Il a averti la gendarmerie, des gens sont venus faire des prélèvements, il n'y a jamais eu de retour. Voilà. Probablement le TCA est venu faire ces prélèvements, on n'en verra jamais rien. Donc si les scientifiques d'une manière générale n'ont pas accès à des données permettant de réaliser la réalité de ce phénomène, le grand public n'en aura encore moins les moyens. Non, mais je crois que moi je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Les scientifiques s'en moquent parce qu'ils sont pas mentalement, culturellement préparés à ce genre d'événement. Et ensuite, il ne tient qu'à eux de s'intéresser à ça. Ils savent qu'il y a une entité. Il y a Jean-Pierre Petit qui travaille là-dessus, qui fait beaucoup de bruit autour de ces travaux. Les scientifiques, il ne tient qu'à eux de s'intéresser à un sujet. Ils peuvent très bien demander au CNES toute la documentation depuis la naissance du GEPAN, même avant, tous les rapports qui sont détenus dans les tiroirs. Ils ne le font pas. Pourquoi ils ne le font pas? C'est ça la grave question. Oui, effectivement. José, nous avons un autre auditeur en attente. D'accord. Je vous rends l'antenne et puis bon courage pour la suite. Merci. Merci José. Bonsoir. Une phrase dans les milieux de la sagesse qui dit: lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît. Quand le fruit est mûr, il tombe de l'arbre. Peut-être notre société mérite la rencontre au moment où elle a la maturité nécessaire. Une question, Robert Roussel, qui était sous-jacente, qui était latente au bout de la langue lorsque José est intervenu. Je sais qu'il se la pose depuis un bout de temps. C'est l'histoire de la confidentialité des rapports de gendarmerie. Pourquoi a-t-elle été portée à 60 ans si on ne nous cache rien? Alors, cette confidentialité, elle ne concerne pas seulement les affaires d'OVNI. Elle concerne toutes les affaires traitées par la gendarmerie. Voilà, ça il faut bien vous le dire. Et alors j'ai posé la question à Velasco, à Jean-Jacques Velasco à une époque. Et c'était une façon de garantir l'anonymat, la protection des témoins et d'empêcher, si vous voulez, que leur témoignage soit pollué entre guillemets par l'intervention à la fois des journalistes ou des ufologues qui venaient solliciter en permanence les gens en observant des ovnis. Et c'était très important. Ça paraît un peu bizarre, ça paraît rejoindre cette volonté de secret, mais les scientifiques étaient bien contents de trouver des gens à qui personne n'avait suggéré des réponses, induit des comportements. Et pour la science, qui doit faire son travail en toute sérénité, cette confidentialité de 60 ans est bien utile. Oui, mais enfin, les Français ne sont pas un peu maladroits que les Américains lorsqu'ils veulent blanchir ou noircir un rapport, c'est-à-dire éliminer le patronyme, l'adresse, mais n'avoir que le témoignage brut. Ça n'expliquerait donc pas le besoin de garder 60 ans confidentiel un témoignage pourvu qu'on ait enlevé les éléments d'adresse, des références. Mais c'est pas respecté en réalité. Il faut pas s'inquiéter. L'affaire de Trans en Provence, au départ, dans les premiers rapports et dans les premiers témoignages des journalistes, on lisait les deux initiales de Renato Nicolai. Et puis maintenant, tout le monde sait que c'est le nom du témoin. Pour la Marande, c'est pareil. La Marande, c'est resté même beaucoup plus confidentiel que l'affaire de Trans en Provence. Et maintenant, les ufologues connaissent le nom, tous les ufologues connaissent le nom du biologiste qui a fait l'observation dans la région de Nancy, d'où on a l'adresse, etc. Mais c'était en plus demandé par ce témoin qui était un chercheur en biologie et qui était une personne qui tenait à demeurer tranquille par rapport à son observation, qui est la plus extraordinaire, à mon avis, de la recherche du GEPAN. Eh bien, c'est pas grave si on l'a entendu déjà 2-3 fois sur cette antenne. C'était il y a plusieurs semaines, peu importe. On peut y revenir? Oui, on peut en parler en deux mots. C'est un quartier de Nancy, c'est à Laxou, je crois. Je connais un peu Nancy puisque j'ai vécu plusieurs années. C'est un homme qui, soudain, est dans un jardinet minuscule, qui soudain, en regardant le ciel, voit une sorte de lueur et qui voit tomber du ciel littéralement un objet ovoïde
qui fait, je pense, 80 cm de hauteur sur 1,20 m de large, et qui se met en sustentation au-dessus d'un massif d'amarante. Cet homme est biologiste chercheur. C'est un homme qui a l'habitude de faire comme il dit, des analyses. Et il a avec lui son chronomètre en permanence. Donc dès qu'il voit arriver l'objet, il a le réflexe du chercheur, il met en route son chronomètre ou sa montre. Et ça lui permet de constater que l'observation durera 20 minutes. L'observation va se limiter donc à cet objet qu'il voit de très près. Il raconte qu'il s'agit d'un objet à la fois transparent en demi-surface, de couleur beryllium sur la partie inférieure. Et il explique pourquoi il dit beryllium, parce qu'il a, dans une visite à un centre aérospatial, il a pu voir ce matériau. Et il dit que la partie moitié supérieure est donc translucide, et il voit comme une sorte de couleur bleu lagon des mers du Sud, c'est le mot qu'il utilisera. J'ai tellement lu cette observation que je la connais presque par cœur. Et il verra comme une sorte de gel qui bouge, enfin comme un mouvement un peu bizarre à l'intérieur. Et pendant 20 minutes, il tournera autour de cette chose. Il racontera qu'il avait un appareil photo, mais qu'il savait, il est parti le chercher, je crois. Il a essayé de prendre en photo, mais il savait que cet appareil était en panne. Alors moi, ça m'a terriblement intrigué, cette affaire. Je me suis même demandé si à une époque, comme je cherchais à obtenir la vision des photos recueillies par le GEPAN, et qu'à chaque fois on me répétait que c'était un dossier en constitution, je me suis demandé à un moment si la photo n'avait pas été faite, que sur le rapport du GEPAN avait été marqué que l'appareil n'avait pas fonctionné, pour garder de manière secrète l'image de cet ovni vu de très près. Pendant un bon moment, je me suis fantasmé autour de cette affaire. Ça existe peut-être que l'appareil a fonctionné, effectivement, peut-être que le document existe, mais a priori, il n'existe pas. Donc, et c'était a priori un document extraordinaire, fait à la distance d'1 mètre. Et l'homme alors est enregistré par le GEPAN qui vient le voir rapidement. Il y a le premier enregistrement sans intervention des chercheurs où il y a le mot à mot qui est reproduit dans la synthèse du GEPAN, où le type tourne autour de l'objet en se demandant de quoi il s'agit. Il pense à une bombe, il pense à un satellite, il se demande comment il peut y avoir un satellite, il utilise des termes, il raconte qu'il a la voix sèche, qu'il n'a plus de salive, et au bout de 20 minutes, l'objet, sans que rien ne se soit produit, pas un bruit, pas un mouvement, repart à la verticale. Alors il était tout seul, c'était un jardinet qui faisait, je crois, 10 mètres carrés de surface, pas plus. Et le soir, il raconte ça à son épouse, je crois. Il faut intervenir la gendarmerie, et c'est là qu'il constate que le massif d'Amarante a subi un phénomène de déshydratation très important. Les gendarmes viennent recueillir les amarantes, mais les découpent à la tige au lieu de les arracher de la terre, ce qui aurait permis une bonne conservation. Ils les mettent dans du plastique, et ça endommagera. Ils les mettent dans un frigidaire, ils ne les mettent pas dans le congélateur, ce qui fait que le GEPAN, quand il viendra recueillir les éléments de la gendarmerie, les pieds d'amarante seront complètement abîmés par la mauvaise conservation du système. Voilà, c'est l'affaire la plus extraordinaire que le GEPAN ait fait. Et crédibilité très 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 forte du témoin, qui n'a pas du tout médiatisé son affaire et qui était un scientifique d'origine. Mais alors, toutefois, l'étude les branches d'amarante ont quand même permis d'en déduire qu'il s'agissait d'ondes électromagnétiques pulsées. Et puis il y a aussi ce phénomène qui est le fait que les herbes se soient hérissées au moment du départ de l'objet. Voilà, exactement. Alors là, il a donné cette précision effectivement aux enquêteurs et aux gendarmes, et on a réussi à faire une simulation qui a permis de déterminer quel phénomène électromagnétique de quelle puissance pouvait provoquer cette sorte de hérissement des plants de luzerne, et on a pu déterminer à peu près en Gauss, je crois, en mesure magnétique, la puissance de le développer autour de l'objet. Effectivement, ce sont des éléments
concret de cette recherche qui fait considérer ce cas comme l'un des mieux établis, et qui terminera bien entendu la recherche officielle du GEPAN, car plus on allait avancer, à mon avis, plus on allait découvrir de cas intéressants, et le CNES se retrouvait alors là face à une impasse par rapport à ces phénomènes à la fois constatés physiquement et absolument non inanalysables sur le plan de la présence, de la justification, car il n'y avait rien d'humain dans ces objets. C'était des objets inconnus par excellence, n'appartenant pas à une technologie humaine. Et probablement pas habités, mais guidés. On peut imaginer tout, à ce niveau-là, on peut pas savoir. Et le GEPAN était tout au bord là d'une tentative de modélisation du phénomène dans un hangar, je ne sais, reconstruire et mesurer. Vous l'avez dit, ils avaient à l'époque les moyens de tenter ça. Voilà, c'est ça, ils ont absolument reproduit sur des herbes le phénomène du redressement des herbes, et ils ont provoqué ça avec des phénomènes de micro-ondes, et ils ont réussi à déterminer la puissance qu'il fallait pour obtenir le même phénomène. Oui, c'est cet exemple et un certain nombre d'autres qui ont permis à diverses instances, dont l'association Cometa dans son rapport dont on parlait tout à l'heure, qui leur ont permis de dire, bon, maintenant ça va, on a assez d'éléments pour se permettre de dire que la quasi-certitude de la matérialité nous permet maintenant d'aller plus loin. On n'en est plus à se poser la question, on en est à essayer de le comprendre. C'est ça. Quand le témoin, un des interventionnistes précédents disait que enfin le Cometa a révélé des choses. Non, ces choses-là, sans vouloir me vanter, mais moi, elles étaient toutes déjà dans mon livre avant que le Cometa existe, et c'était accessible au public, et n'importe quel enquêteur sérieux aurait pu faire un livre comme je l'ai fait. Oui. Sauf qu'il faut 20 ans de travail autour, etc. Mais je veux dire que par là, le Cometa n'a fait que traduire ce qui était accessible au public, qui n'avait rien de secret. Mais l'interprétation qu'en a fait le Cometa, le panel de scientifiques de France et de Navarre, ou même du monde, aurait pu le faire. C'est ça qui est dramatique, c'est que on détient de manière publique des données qui ne sont même pas interprétées et qui ne sont même pas exploitées, alors que c'est pas la peine d'invoquer le secret, c'est pas la peine d'aller rechercher des choses bizarres sous les choses. Il existe déjà accessible au public des éléments qui permettent de dire il existe quelque chose de fantastique et d'incompréhensible. Robert Roussel, on va se quitter là. Je vais rappeler OVNI, les vérités cachées de l'enquête officielle, 1994, mais vraiment passionnant. Je regarde à 2 fois la date pour me rendre compte qu'il a été publié il y a longtemps, parce qu'on le dirait tout frais, compte tenu de ce qu'il apporte, de cet élément unique qu'il représente, à savoir l'enquête officielle, disons la face cachée de l'enquête officielle. Et ça, jusqu'à présent, aucun de mes invités n'avait été en situation d'en connaître autant, d'avoir eu connaissance par exemple de tous les rapports de gendarmerie, mais on va pas refaire l'émission. C'est en cela qu'il est intéressant. Donc si vous ne le trouvez pas tout de suite spontanément dans les bacs, eh bien vous le demandez à votre libraire. C'est chez Albin Michel et ça s'appelle OVNI, les vérités cachées de l'enquête officielle, de Robert Roussel. En attendant la rentrée, toujours chez Albin, un autre bouquin sur votre vie de reporter. J'espère, je croise les doigts. J'espère que je ne me suis pas planté, mais oui, c'est pas... Ça ne sera que l'occasion de se retrouver. Bien sûr, merci. Eh bien, je vous remercie pour tout cela.